Bonjour. Certaines expériences ces dernières années m'ont forcé à faire un grand travail d'introspection et à réfléchir sur la vie. Il peut venir un point où simplement pour survivre, pour ne plus ressentir cette souffrance de chaque instant, ça s'impose. J'aimerais donc partager avec vous mon cheminement, celui qui m'a d'abord mené à ce jour de novembre 2022, où soudain, le brouillard a commencé à se lever et une sorte de révélation s'est faite en moi. Depuis, peu à peu, beaucoup de paradigmes qui m'étaient évidents se sont inversés dans mon esprit. Ce qui change mon rapport à tout, notamment mes relations aux autres. Ce cheminement est loin d'être terminé. J'aimerais que nous le fassions ensemble. Quel en est le but ? Voir si on peut cesser de souffrir. Moins souffrir, c'est toujours souffrir. Après tout, la seule chose universelle que nous partageons tous est peut-être bien la souffrance, bien plus que le bonheur. La plupart ne connaissent le bonheur que par moments, voire peut-être jamais. Je parle ici de souffrance émotionnelle, autrement dit psychique, psychologique, et non de douleur physique ou émotionnelle. D'après un article scientifique, une douleur est un signal de détresse ainsi qu'une expérience émotionnelle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle dont le seul but est de faire en sorte que l'organisme réagisse à un stimulus afin d'éviter d'autres lésions tissulaires. Par exemple, si vous vous fracturez le tibia, comme ça a été mon cas en 2020, vous avez une douleur telle qu'elle peut vous empêcher de dormir. Cette sensation de douleur physique, c'est-à-dire le signal de détresse, est des plus objectives. La fracture déclenche une réponse du système nerveux qui rapporte l'information au cerveau, plus précisément au cortex somatosensoriel secondaire et à l'insula dorsale supérieure. L'expérience émotionnelle est ce que j'appellerais la douleur émotionnelle. Elle fait qu'on tente instinctivement de se protéger de la situation. Dans mon cas, il s'agissait de trouver instinctivement une position suffisamment confortable pour moins ressentir la douleur physique. Mais l'expérience émotionnelle n'a pas besoin d'être accompagnée de douleur physique. Par exemple, si quelqu'un vous crie dessus, ça peut causer une douleur émotionnelle qui peut ou non être accompagnée de réactions physiques comme des tremblements. Elle n'est pas objective, dans le sens qu'un système nerveux ne s'active pas à partir d'un endroit précis. Elle n'est pas localisée. Je crois qu'il est important de différencier la douleur émotionnelle de la souffrance émotionnelle. La douleur émotionnelle peut aboutir à la souffrance émotionnelle, mais pas nécessairement. La souffrance émotionnelle dépend du narratif qu'on tisse autour de l'événement déclencheur. Cette souffrance se résume à une seule pensée. Je n'aime pas ce que je ressens et peut donc être décrite comme une résistance par la pensée à la douleur émotionnelle. Cette souffrance émotionnelle est, elle, objective,
les mêmes zones du cerveau que dans le cas de la douleur physique sont activées, comme le montrent notamment des études sur des couples après séparation où il y a un sentiment de rejet. Avec une douleur physique, tant que vous ne vous construisez pas de narration autour, ça va. Vous oubliez dès qu'elle est passée. La douleur dure un certain temps, c'est tout. Mais si vous vous dites, par exemple, après une chute, qui avait laissé traîner la peau de banane, les gens n'ont aucune considération, etc. Alors la souffrance émotionnelle se rajoute à la douleur physique. Et vous en souffrez d'autant plus car dans les deux cas, les mêmes zones du cerveau s'activent. La douleur est inévitable, mais la souffrance émotionnelle ne l'est pas. Revenons à l'exemple de quelqu'un qui vous crie dessus. On peut tisser et venir à ressentir un autre narratif, que ça reflète son état d'esprit et n'a rien à voir avec nous. Je dis bien ressentir, car d'après mon expérience, une simple compréhension intellectuelle est insuffisante pour empêcher la souffrance émotionnelle. Notons que dans le cas de douleurs physiques extrêmes, comme le savent ceux qui ont des migraines graves, la douleur est telle qu'on est totalement submergé par celle-ci et donc on n'est même pas dans un état de se créer une souffrance psychologique en s'inventant un narratif. Si cette souffrance survient, c'est lorsque la douleur physique a quelque peu diminué. D'ailleurs, certains s'infligent de la douleur physique afin de ne pas ressentir la souffrance intérieure grâce à cette douleur physique. Ça montre à quel point c'est cette souffrance qui est bien moins supportable qu'une douleur physique. Combien même cette douleur serait terrible. Par la suite, quand je parlerai de souffrance, il s'agira de souffrance psychique. En effet, à chaque instant, tout ce qu'on fait, n'est-ce pas pour moins souffrir? Et moins on souffre, plus on est heureux, non? Donc si vous le voulez bien, tentons de voir si on peut atteindre un stade où la souffrance n'est plus. Un tel cheminement ne peut se faire qu'en toute honnêteté. On ne peut pas tricher avec ses ressentis. On ne peut pas tricher avec la vie. On verra ce qu'en disent les religions, les différentes approches spirituelles, la science, la psychologie, etc. Et on mettra ce qu'ils disent au test de nos vies. On ne prendra rien pour acquis. En effet, malgré toute la sagesse du monde élaborée depuis des millénaires, nous continuons de souffrir et peut-être bien que nous souffrons bien plus que nos ancêtres. Je ne peux que me baser sur ma vie personnelle, mes expériences, et donc si vous le permettez, je parlerai un peu de moi. Toute vie, cependant, s'inscrit dans une époque, une culture, un contexte politique. Donc on parlera aussi politique. Il ne s'agit pas de discourir intellectuellement de la souffrance. Intellectualiser, n'est-ce pas, permet d'oublier, de prendre une distance de sa souffrance, mais ce n'est pas pour autant qu'elle disparaît. Il s'agit de rester réaliste. Pour qu'on puisse véritablement vivre heureux, pas parler d'être heureux, simplement l'être. Il ne s'agit pas non plus de se replier sur soi, de développement personnel. Ce n'est pas mon rôle de dire si vous faites ça, vous ne souffrirez plus.
Je ne peux que parler de ce qui m'aide moi. Lorsqu'on souffre, l'action politique, souvent, est une manière inconsciente d'oublier et donc sa qualité en est impactée. C'est la même chose dans la vie privée. On cherche désespérément à appartenir, à être aimé, et notre capacité de discernement est affaiblie. On devient vulnérable à tout type de manipulation. On tombe sous l'emprise du système, des autorités, l'emprise de toute personne qui, elle-même motivée par sa propre souffrance, agit pour ses propres intérêts. En effet, à chaque fois qu'on se comporte violemment, et la plupart d'entre nous le faisons, certains plus, certains moins, c'est bien parce qu'on souffre si profondément qu'on doit l'extérioriser. On ne violente pas, on ne manipule pas pour faire du mal, mais pour se protéger d'autrui, du monde extérieur, afin qu'il ne puisse pas nous faire du mal. Si ce n'est pas autrui qu'on violente, c'est soi ou les deux. On réprime ce qu'on ressent, même parfois avec la meilleure des intentions, celle d'accomplir quelque chose de positif, de soutenir un ami, un conjoint, un parent, voire pour qu'autrui, le système politique, ça revient au même, redevienne moins destructeur en cas de violence. Mais à l'intérieur de soi, on souffre, on est heurté, on est en colère. Alors qu'on réussisse ou non, on devient épuisé. On a dépensé toute notre énergie positive sans penser à soi et donc sans renouveler suffisamment cette énergie. Par exemple, je me suis occupée, à bien grand mot, j'étais à ses côtés, de ma mère pendant 9 ans, après qu'elle ait eu un AVC. C'était contre son gré, car elle voulait que je continue de vivre ma vie. On venait de m'offrir un poste prestigieux en Allemagne. Mais ça a été ma décision, je ne lui ai pas laissé le choix. Donc déjà, l'absence d'obligation a contribué à faire à ce que je réprime moins, car toute personne qui s'est occupée longtemps de quelqu'un de plus en plus mal portant le sait. Il y a des moments très durs où on se sent au bout du rouleau et donc où notre réaction peut déraper. Cette absence d'obligation a peut-être bien contribué à faire que je tourne la situation à mon avantage, notamment celle d'avoir un peu de distance du train-train quotidien professionnel. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à écrire. C'est venu naturellement. Au bout de 2 ans, je me suis aperçu que j'avais cessé de faire des mathématiques et que j'étais absorbée par l'écriture, que j'en perdais la notion du temps et donc de moi. C'était un sentiment de paix extraordinaire. C'est cela qui m'a permis de renouveler constamment mon énergie. Autre exemple. J'avais 24 ans et étudiais pour mon doctorat et ça n'allait pas du tout bien. Je n'y prenais pas grand intérêt, je ne comprenais même pas la question à résoudre. Au bout de quelque temps, mon directeur de thèse, devant partir aux États-Unis pour un trimestre, m'a fait transférer à Oxford durant son absence, car, contrairement à Cambridge, où j'étais, il y avait là-bas une équipe importante dans mon domaine. Or, à Oxford, soudain, un jour, littéralement, la lumière fut. Je savais enfin
comment procéder avec ce problème. Une approche simple, contrairement à ce que pensaient d'autres mathématiciens qui m'avaient tant découragé en me disant que sans bien d'autres théories compliquées, c'était impossible même de savoir comment procéder. J'avais l'impression qu'il fallait que je maîtrise toutes les mathématiques avant même de pouvoir faire un premier pas. Bref, à mon retour, j'ai fini ma thèse en 2 ans, ce qui apparemment est un record, du moins en mathématiques. Et j'ai appris récemment qu'il a fallu près de 20 ans aux mathématiciens pour aller au-delà de mes résultats. Mais surtout, le séjour m'a transformée. Celle qui était allée à Oxford était une femme timide qui n'osait s'exprimer en présence de gens qu'elle connaissait peu. Et donc, qui se réprimait, n'osant dire ce qu'elle pensait ou ressentait. Celle qui en est revenue était une femme épanouie. En conséquence, j'ai pu faire au-delà de toute imagination. Je me suis investie dans la vie universitaire, me suis présentée à des élections où j'ai été élue avec plus de 85% des voix, un score, m'a-t-on dit, historique depuis le XIIe siècle, et ai organisé des activités inédites dont au moins une continue à ce jour. Comment tout cela est-il arrivé, car je ne suis pas plus douée qu'une autre? À Oxford, j'ai eu pendant près de 3 mois la sensation d'être un avec tous, des SDF au prix Nobel, en passant par les autres étudiants. Et en conséquence, tous me retournaient cet amour décuplé. Oxford m'a proposé de transférer officiellement mon doctorat là-bas, une offre rare en milieu de thèse. Surtout symbolique de tout cela est la transformation d'une autre étudiante, aujourd'hui l'une des meilleures mathématiciennes de ma génération et qui mérite pleinement son succès. Une femme, certes des plus gentilles, mais d'aspect sévère, qu'on voyait rarement sourire, qui semblait travailler tout le temps. J'avais invité pour un dîner d'adieu toutes les personnes que j'avais croisées, car pour diverses raisons, j'avais préféré retourner à Cambridge. Le matin du dîner, je me suis aperçue que plus de 100 personnes avaient accepté et je me demandais quoi faire. Quand elle a su, elle m'a dit « Ne t'en fais pas, je vais trouver une cuisine et une salle suffisamment grande et on va faire les courses et cuisiner ensemble. » Et on a passé une merveilleuse journée ensemble à faire tout cela. J'ai une photo d'elle avec un sourire radieux, tenant haut la main une poêle comme ça. Ceux qui la connaissent ne veulent pas me croire sans cette preuve. Quelques années plus tard, avant son départ définitif d'Angleterre, elle a voulu passer sa dernière soirée avec moi. On n'était pas particulièrement proches, on se voyait rarement. Peut-être quelque chose, un lien autre, est resté depuis cette journée à Oxford. C'est comme si j'avais été un catalyseur dans une réaction chimique qui, avec une énergie suffisamment grande qui s'est exprimée par cet amour, a pu briser les barrières que tout un chacun se construit pour maintenir une certaine stabilité. On m'a appris récemment qu'il y a à Oxford de nombreux endroits où l'accumulation d'énergie positive serait extraordinairement grande et que l'un de ces endroits se situerait près de là où j'avais mon bureau.
alors qu'il n'y a pas de tels endroits à Cambridge. Peut-être est-ce aussi pour cela que j'ai pu constamment renouveler ma propre énergie et donc compenser ma dépense d'énergie qui s'était exprimée par cet amour pour tous, et donc je ne me suis pas épuisée. Plus qu'une paix, je me souviens d'un bonheur constant. Ces 3 mois restent les plus beaux mois de ma vie d'adulte. Dans ma mémoire, même le temps était au beau fixe, avec un ciel bleu et un soleil radieux, ce qui certes est impossible, car il s'agissait de l'automne qui en Angleterre devient rapidement maussade. Il est aussi impossible que les événements et les interactions aient tous été aussi positifs. Mais moi, je les ai ressentis comme positifs, ce qui semble signifier que le bonheur et par application la souffrance émotionnelle dépend de notre perception des événements, de la réalité et non de la réalité elle-même, et cette perception forge nos relations aux autres. Mon expérience est loin d'être unique. Une personne rencontrée ici, Sophie, m'a dit avoir elle aussi vécu une période d'unité avec tous et tout pendant 6 mois. C'était 2 ans après le décès de son mari. Elle s'est réveillée un beau matin et soudain, pour reprendre ses mots, elle a vu le soleil. Je ne sais pas si ça l'a changé, mais d'après elle, ça a été les 6 plus beaux mois de sa vie et elle aurait bien souhaité que ça dure pour toujours. Moi non plus, ça n'a pas duré. La vie est redevenue normale, mes relations avec les autres usuelles, peu à peu, les relations qui s'étaient nouées à Oxford sont devenues distantes. Je n'avais à l'époque nullement la maturité pour réfléchir sur cette expérience ou de la prendre suffisamment au sérieux. Et donc, si le bonheur, c'est de se sentir un avec tous, je dis bien avec tous, et non une personne, ou à un moindre degré de se perdre dans une activité, alors la solution se trouverait-elle au cœur même de la souffrance? Car s'agit-il de ma souffrance à moi qui m'enferme et me coupe du reste du monde? Ou s'agit-il de la souffrance partagée par tous, qui donc nous rapproche d'autrui en nous connectant à lui dans une compassion mutuelle? Vous souffrez, je souffre, vous souffrez, nous souffrons. Merci.